Scrubs dans Pop Culture et Psycho, vidéo 3/12, on parle du docteur Cox qui utilise le cynisme comme cuirasse émotionnelle. Le docteur Perry Cox, Perceval de son petit prénom, c'est l'emblème même du médecin brillant. Il est sarcastique au possible, il est tout le temps épuisé, il est profondément humain. On le voit hurler, ironiser, rabaisser, se moquer. Il y a beaucoup d'excès quand même dans ce personnage. On pourrait croire que son cynisme, ce n'est qu'une posture, un style, un peu une manière de tenir les autres à distance, ce qui est vrai d'une certaine manière. Mais en fait, derrière cette façade très rebutante, euh, la série, elle montre un portrait qui est beaucoup plus complexe que ça. Ça montre surtout un homme euh, qui a une grande agressivité, mais cette agressivité, il l'utilise à dessein pour masquer sa grande vulnérabilité. Le fait qu'il est déjà profondément désillusionné par le milieu médical et par les relations humaines, et en fait, il ressent une grande souffrance qu'il n'arrive à exprimer qu'à travers sa colère. Et là aussi, c'est un personnage qui évolue énormément tout au long de la série, mais c'est pas une évolution magique où d'un seul coup, pouf, il devient gentil. C'est complexe, c'est fin. Cette série est vraiment super. Donc le Dr Cox, c'est un personnage qui, visiblement, a appris à survivre émotionnellement en se construisant une armure. Et on va aujourd'hui l'explorer sous cet angle-là, sous l'angle, euh, sous la question, mais comment l'ironie, la dureté et la colère rageuse, tout ça, ça devient des mécanismes de défense pour tenter de maintenir son psychisme, sa santé mentale à flot. Si vous voulez soutenir mon travail, s'il vous plaît, mettez un j'aime, mettez un enregistrement, un commentaire. Ça me fait très plaisir déjà à chaque fois. Et puis surtout, ça me permet de faire connaître ma chaîne à l'algorithme. Ça lui permet de la proposer à d'autres personnes et à faire connaître mon travail un peu plus. Merci beaucoup pour votre soutien. D'un point de vue analytique, le Dr Cox, donc il utilise vraiment le cynisme, non pas comme une simple attitude désabusée, il l'utilise comme un bouclier psychique, face à la mort, face à un système hospitalier qui est très déshumanisé. En fait, il se protège en rabaissant tout le monde, et même lui-même d'ailleurs. Ce cynisme, ça lui permet de garder le contrôle en fait sur son monde émotionnel. Il choisit d'exprimer de la rage ou de la méchanceté. Ça lui permet donc d'éviter d'être submergé par les émotions qu'il ne contrôlerait pas. Ça lui permet de transformer la douleur en autre chose. Plutôt que de la subir, il transforme ça en dérision ou en colère. Et du coup, il a l'impression de pouvoir, comme ça, mettre à distance la honte ou un sentiment d'échec. C'est un mécanisme de défense qui est très mûr, mais qui est utilisé à un niveau tellement intense que ça finit par l'isoler, en fait, du reste du monde. Donc la colère, c'est vraiment une façade qui recouvre des blessures plus anciennes, sinon il ne serait pas comme ça. C'est une colère qui est vraiment omniprésente tout le temps, que ce soit au travail ou avec son ex-femme qui était en fait sa femme, ou que ce soit avec son enfant, ou que ce soit avec ses amis. Tout ça, c'est pas que de l'agacement, c'est quelque chose qui recouvre énormément en fait. Ça recouvre à la fois un sentiment d'injustice, une fatigue morale extrême, une grande blessure narcissique, et puis parfois aussi une profonde tristesse. On voit que c'est un personnage extrêmement triste qui utilise l'ironie et la colère pour essayer de mettre de la distance avec cette tristesse qu'il n'arrive pas à autogérer. Donc c'est plus facile pour lui d'être en rage que d'être triste. Parce que la tristesse, eh bien, quand on est triste, ça appelle l'autre, ça appelle la vulnérabilité, ça appelle l'ouverture, et tout ça, c'est des choses que visiblement, il craint énormément et il veut les mettre à distance le plus possible. Donc cette colère perpétuelle, qu'il auto-alimente d'ailleurs à dessein, ça fonctionne comme une armure anti-émotion et anti-affect. Tout devient prétexte pour s'énerver, alors comme ça, plus rien ne le touche vraiment. Le truc, c'est que c'est vraiment une faille narcissique, et on peut dire que c'est masqué par un idéal du moi tyrannique. J'explique. C'est un personnage,
c'est un médecin extrêmement brillant. Je veux dire, s'il n'était pas brillant, en fait, il aurait été viré depuis très longtemps. Comme il est brillant, il a pu, malgré sa manière de se comporter, il a pu continuer d'évoluer, et il continue d'ailleurs d'évoluer tout au long de la série dans la hiérarchie hospitalière. Alors il est brillant, certes, mais par contre il se déteste lui-même profondément, hein. Il exige de lui la perfection, il faut qu'il soit en forme physiquement, il faut sauver tout le monde, il faut être le meilleur, il ne faut jamais se planter, et même quand on se plante, en fait on dit que c'est la faute des autres, mais c'est jamais nous le vrai problème. En fait, c'est un personnage qui lutte perpétuellement avec un idéal du moi qui est totalement impossible. Et lorsqu'il échoue, par exemple face à la mort d'un patient pour qui il avait de l'attachement, il s'effondre complètement, et il s'effondre intérieurement, puis physiquement et psychiquement aussi. Mais au lieu d'exprimer sa douleur, il redouble d'agressivité, il redouble d'ironie, même quand son corps n'en peut plus et qu'il fait une dépression, il continue d'avoir ce réflexe agressif et ironique perpétuellement. Donc sa sévérité envers les internes tout au long de la série, et surtout JD bien entendu, qui est son alter ego, son reflet, cette sévérité, elle montre surtout la sévérité qu'il se porte à lui-même. Il est tellement exigeant avec lui-même, ça montre surtout qu'il ne se supporte pas lui-même. Donc la relation avec JD, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est ce qu'on appelle un transfert très ambivalent, mais une relation de transfert. Parce que c'est pas une relation qui, au départ du moins, est équitable. Lui, c'est le chef, JD, c'est le bisu, le nouveau, celui à qui il faut tout apprendre. Donc cette relation entre JD et Cox, c'est un vrai bijou en termes de psychologie. Il y a Cox qui rejette perpétuellement JD, mais en même temps on voit qu'il ne peut pas se passer de lui. Et quand JD essaye de prendre un peu la tangente, il revient le chercher parce que sans lui, il n'aime pas la personne qu'il voit dans son propre miroir. JD l'agace perpétuellement, mais en même temps, c'est un personnage qui le touche profondément. Il l'humilie en permanence, mais en même temps, il l'admire. Il admire sa capacité à être aimé des autres, tout en lui reprochant. C'est une relation transférielle très complexe, où le docteur Cox, il incarne à la fois l'agresseur, mais aussi le mentor, mais aussi le père, défaillant, hein, critique, mauvais, voilà, mais aussi celui qui soutient JD et qui le tire vers le haut. Il est un modèle totalement impossible à déterminer et à atteindre. Du coup, JD, pour lui, ça devient une espèce de miroir dans lequel Cox voit ce qu'il était avant, du coup, par effet rebond, ce qu'il est devenu avec ce système très usant, et ce qu'il aurait aimé ne pas devenir. On voit bien que finalement, cette irritation envers JD, elle est vraiment teintée de tendresse, parce qu'il voit en lui le jeune médecin plein d'élan, plein d'envie de bien faire, qu'il était lui aussi peut-être à cet âge-là, ou du moins qu'il aurait aimé pouvoir rester. J'aimerais aussi parler du travail du soignant, illustré par le docteur Cox, parce qu'on voit dès le départ que c'est quelqu'un qui vit une fatigue émotionnelle chronique. Il est confronté à la mort, à la détresse, aux limites du système médical auquel il se heurte perpétuellement, et ce sentiment d'impuissance où des fois, oui, il transgresse les règles pour essayer de sauver un patient malgré tout, mais finalement, encore et encore, il doit se heurter à ce sentiment d'impuissance et à cette fatigue. Et quand la réalité devient trop lourde, en fait, on voit que lui, face à ça, ses défenses, elles s'intensifient beaucoup. Il devient de plus en plus cynique, en colère, il utilise de l'humour noir, il utilise de l'évitement affectif. Il y a des épisodes de détresse, hein, très, très, très ouverts, très, très frontaux dans cette série, après des décès, notamment le décès de son meilleur ami, mais pas que. Ça montre que sa façade s'effondre complètement quand la carapace est plus suffisante. Voilà, la carapace, elle est là, mais quand il y a une faille, à un moment, il ne peut plus supporter toute cette pression émotionnelle. Et là, dans ces moments-là, la série nous montre sa face la plus humaine et sa face la plus authentique. On la voit à travers JD, d'accord, mais on la voit aussi beaucoup dans sa relation avec Jordan.
c'est vraiment la seule personne devant qui il baisse vraiment la garde. Au départ, elle nous est présentée comme son ex-femme. Il y a des allées et venues, et puis, bon, sans trop spoiler, mais j'imagine que vous avez vu la série, ils se remettent ensemble et ils ont des enfants ensemble. C'est une relation qui est marquée par le fait que tous les deux, ils ont un humour corrosif et pas très tendre. Ils sont tous les deux très lucides. Ils ont une lucidité très crue sur les relations humaines. Ils sont très désenchantés, en fait, l'un comme l'autre. Mais Jordan le tire quand même vers le haut avec c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on doit mettre en place pour pouvoir être des adultes et pour pouvoir éviter de nous effondrer individuellement ou en tant que couple. Et leur proximité, elle est teintée par un refus très farouche de dépendance l'un envers l'autre. Il s'agit vraiment d'un travail d'équipe qui se met en place au fur et à mesure des épisodes. Jordan, c'est vraiment un personnage qui comprend le cynisme de Cox parce qu'elle partage ces codes-là. Ils communiquent vraiment de la même manière tous les deux, ils parlent par antiphrase, ils sont perpétuellement en train de se dire le contraire de ce qu'ils voudraient vraiment se dire l'un l'autre. Mais c'est dans ce système-là que le lien avec Cox est le plus vrai et que le docteur Cox se montre le plus lui-même. Et elle a cette traduction automatique-là. Et du coup, dans leur relation, on voit un humain plus qu'un docteur désabusé et cynique et violent verbalement et psychologiquement. D'un point de vue référence, avant de conclure, pour tout ce qui est mécanisme de défense, je vous renvoie au travail d'Anna Freud et au travail de Georges Vaillant, pour tout ce qui est cynisme, humour noir, l'intellectualisation, l'agressivité comme protection face au sentiment d'impuissance. Pour tout ce qui est théorie du narcissisme, bon, on parle de Freud bien entendu, mais il y a aussi Racamier dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, il y a Kohut aussi dont je vous ai déjà parlé, tout ça, vous y trouverez des références à l'idéal du moi, la honte et tout ce qui est faille narcissique aussi. Pour l'usure émotionnelle et le trauma vicariant, c'est-à-dire tout ce qui est fatigue compassionnelle, burn-out et désillusion des soignants, je vous renvoie au travail de Maslach, je suppose que ça se dit comme ça, Maslach, ou alors aussi les travaux de Figlet, qui sont très intéressants sur tout ce qui est travail du personnel soignant. Je voulais aussi vous parler de la théorie de la colère défensive. On trouve ça dans le travail de Winnicott, mais on trouve ça aussi dans le travail de Linan. La colère étant un écran qui nous permet de nous stabiliser et d'éviter la tristesse au maximum. Et puis tout ce qui est relations transférielles, bien sûr, là on trouve ça dans tout ce qui est psychanalyse relationnelle, le fait que JD soit un objet de projection et un objet de réparation, presque de réparation impossible, mais tout de même un objet qui permet à la personnalité, en l'occurrence le docteur Cox, de chercher à se reconstruire grâce à cette relation de transfert contre transfert. Freud, si vous voulez un nom, partez sur Freud, qui est forcément à poser toutes les bases de la relation transférielle. Donc pour conclure, le docteur Cox, ce n'est pas que ce médecin extrêmement brillant et extrêmement sarcastique, c'est vraiment un symbole, le symbole d'un psychisme qui s'est forgé une armure pour survivre à son propre chaos émotionnel. Donc c'est un enfant qui n'a pas appris à construire les bases de son propre équilibre émotionnel et relationnel. Du coup, la colère et l'ironie sont ultra présents, mais cachent un homme, un humain profondément touché, profondément exigeant et idéaliste envers lui-même, et surtout profondément fatigué. Et c'est cette tension perpétuelle entre beaucoup d'exigence et de dureté et beaucoup de vulnérabilité qui fait que c'est un personnage qu'on n'arrive pas à détester, voire même un personnage qu'on adore, parce qu'il est extrêmement riche d'un point de vue psychologique, et que même s'il est excessif, on se retrouve dans le Dr Cox, et on aimerait bien pouvoir, comme lui, exploser, dire ce qu'on a, non pas sur le cœur, mais dire ce qui nous permettrait de nous sentir mieux. On ne le fait pas dans la vraie vie parce qu'on sait que ce serait mettre le lien en danger, voire le détruire de manière beaucoup trop
beaucoup trop forte pour que quoi que ce soit puisse être construit derrière. Ça, on le sait parce que c'est la façade scénaristique. On sait que c'est un personnage, pour autant c'est un personnage qui nous touche beaucoup parce qu'il parle à une part de nous très infantile, très complexe et très riche. Dans la prochaine vidéo de Pop Culture et Psycho, on va parler du personnage de Turk. Turk, qui est un personnage à part entière, mais qui est surtout le duo de l'amitié JD-Turk. Donc là, c'est vraiment un personnage extrêmement intéressant qui à la fois est dans une performance perpétuelle, qui montre une loyauté sans faille et qui montre aussi une identité qui est sous pression. On en parle dans la prochaine vidéo dans quelques jours. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt dans Pop Culture et Psycho. Bye bye.